Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 7 octobre et à la une de ce journal, l'inauguration de l'hélisurface du centre hospitalier de Mayotte s'est déroulée ce matin en plein cœur de l'établissement. Le temps des atterrissages sur le stade de Cavani avant l'acheminement des patients vers le CHM est bel et bien révolu. Effectif depuis le 1er août, ce sont déjà près de 15 opérations qui ont été menées à travers l'île. Le gain de temps est considérable, en moyenne 3 à 4 fois plus vite que les interventions réalisées jusqu'alors. Comment fonctionne le dispositif et quels autres projets le CHM prévoit-il de mener à l'horizon 2027 ? Un reportage signé Marion Tellier. Le CHM inaugurait ce matin sa nouvelle hélisurface, un outil majeur qui garantit désormais des interventions sanitaires 4 fois plus rapides. Pour exemple, une opération à Bouéni, jusqu'alors réalisée en plus de 40 minutes, comptera maintenant moins de 10 minutes. Opérationnelle depuis le 1er août dernier, la surface comptabilise déjà une quinzaine de posées d'hélicoptères, soit environ 2 par semaine, signe du besoin réel de ce nouvel aménagement. Dans un premier temps, on va optimiser l'hélicoptère de la gendarmerie qui va être dédié à la fois aux questions liées à la sécurité, à l'immigration, mais pour encore plus pour le CHM cette fois-ci, avec cette hélisurface. Cette inauguration représente la première étape des travaux urgents à réaliser au CHM. Une modernisation comprise dans le plan d'avenir pour Mayotte, budgétisé à hauteur de 20 millions d'euros. Les délais de ces travaux courent jusqu'en 2027. Les projets inscrits au calendrier devront donc rapidement se succéder. Il s'agit de la reconstruction de l'ensemble de nos consultations externes de spécialité qui vont être réunies, transférées dans un bâtiment neuf à proximité de l'hôpital, sur le terrain qu'on appelle le terrain Montesquieu. La première pierre devrait être posée dans le courant de l'année prochaine, avec une ouverture prévisionnelle en 2021. Deuxième partie 2021. On a également en projet d'augmenter les salles de bloc et de restructurer toute notre partie maternité, gynécologie obstétrique. Il y a également un projet de parking, puisque je pense que tout le monde le sait, on a quelques difficultés à la fois pour les personnels et pour nos usagers pour trouver un stationnement dans la zone du CHM. La restructuration complète du centre hospitalier de Mayotte fait aussi partie des desseins du gouvernement pour l'île. Un projet, quant à lui, chiffré à près de 172 millions d'euros pour les 6 années à venir. Pour l'heure, l'hôpital aimerait continuer à développer son dispositif d'intervention aérienne. Il prévoit notamment l'acquisition prochaine d'un hélicoptère disponible pour ses équipes comme pour celles d'autres services, à l'instar du SDIS. L'obtention d'un avion basé à Mayotte pour faciliter les évacuations sanitaires est elle aussi à l'ordre du jour. La directrice du CHM a annoncé que 13 médecins ont été titularisés en 1 an et demi. Le manque de personnel médico-social reste une problématique importante à Mayotte. Si les investissements dans le matériel sont nombreux, la question de l'attractivité reste centrale. À ce titre, le conseil départemental souhaite travailler sur 3 axes, à savoir former, conserver et attirer des personnels à Mayotte. Écoutons plutôt le 4e vice-président du conseil départemental lors de la matinale de Coésie. Il y a ce qui relève de nous, et puis il y a ce qui ne relève pas de nous, comme dirait l'autre. Ce qui relève de nous, c'est 3 choses. C'est travailler sur à retenir ceux qui sont déjà chez nous, tout ce qui a trait au traitement salarial, les primes et indemnités qui vont avec. C'est la question de la formation. J'ajoute au passage que c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons que l'IRTS, qui est aujourd'hui l'Institut régional de travailleurs sociaux, une antenne de la Réunion, mais nous nous battons pour que ça soit véritablement conséquence de la région, un IRTS Mayotte. De la même manière, avec l'IFSI, nous avons tout fait pour qu'il y ait d'autres places, pour que la formation des infirmiers, là aussi, se fasse dans de bonnes conditions. Et puis, le 3e élément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aller à la Réunion, à Mayotte, pour expliquer à nos compatriotes, mais pas que, nos compatriotes, pour qu'ils viennent, pour qu'ils rentrent au pays, parce que les choses ont changé, et parce que on donne des gages sérieux pour que on puisse les recruter ici.
Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Marguerite de Bec-de-Lièvre, journaliste reporter au sein du groupe Kwesi. Marguerite, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, comme souvent le lundi. Alors aujourd'hui, il y avait un sujet particulier, on l'a vu, ça a fait la une de l'actualité. C'est le CHM qui a fait une conférence de presse ce matin, notamment sur cette hélisurface. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur effectivement ce nouveau support pour le CHM qui va permettre quand même une vraie amélioration dans la qualité des soins et notamment des urgences? Oui, hein, l'objectif c'est vraiment de faciliter le travail du SMUR qui aujourd'hui se contente des routes qui sont très engorgées à Mayotte et qui met par exemple de Bouéni 40 minutes pour rejoindre le CHM de Mamoudzou. En étant prioritaire. En étant prioritaire, bien sûr, on leur laisse toujours la place. Cette hélisurface, effectivement, elle va permettre de diviser ce temps de parcours par 3. Comme c'est dit dans le reportage auparavant, les hélicoptères atterrissaient sur le stade de Cavani. Ça aussi, désormais, c'est terminé. Et ensuite, ils étaient récupérés, les patients, exactement, par étaient ambulance et acheminés vers l'hôpital. Là encore, il y avait des problématiques sur la circulation. Exactement. Donc vraiment, l'objectif, c'est de faciliter la vie des patients. Alors, il y a quand même un problème, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un hélicoptère, l'Écureuil, l'hélicoptère de la gendarmerie. Ça, c'est une vraie problématique. On imagine, elle a été évoquée lors de cette conférence de presse. Oui, pour le moment, c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul hélicoptère, comme vous le disiez, qui est celui de la gendarmerie. Mais d'ici 2-3 ans, ou en tout cas le plus rapidement possible, le CHM aimerait faire l'acquisition d'un appareil. Un appareil qui serait interservice, donc qui pourrait servir également aux pompiers ou encore à la gendarmerie. Mais c'est pas tout. Le CHM voudrait investir surtout dans un avion sanitaire qui permettrait du coup d'avoir cet avion qui serait 100% sur le sol mahorais et qui permettrait des Evassan justement vers la métropole. On ne passerait plus par les compagnies commerciales. L'objectif, c'est que Mayotte ait son avion propre. Alors, il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés ce matin, notamment des certifications. C'est vrai que le CHM est très souvent critiqué, un peu de toutes parts, que ce soit par les politiciens, mais également par la population. La directrice, Catherine Barbezieux, elle a voulu justement remettre les choses un peu à leur place en expliquant qu'il y avait de nombreuses certifications. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai que le CHM connaît même de la part de son personnel, pas mal de grèves, etc. Simplement, là, voilà, la directrice Catherine Barbezieux a voulu aller un peu à l'encontre de toutes ces idées, de toutes ces critiques, et c'est pour ça qu'elle a mis en avant plusieurs certifications que le CHM avait reçues, notamment le laboratoire du CHM qui a reçu l'accréditation COFRAC, c'est le comité français d'accréditation, qui était venu il y a quelques années déjà à Mayotte, qui avait émis plusieurs réserves sur le fonctionnement du laboratoire parce que la structure était encore jeune. Ils sont revenus cette année et cette fois-ci, le CHM a obtenu cette accréditation. Et le gros Qu'est-ce que ça va permettre, justement, et ce gros plus, ça va être la création d'un laboratoire P3. Aujourd'hui, il n'y en a pas au sein du CHM. Et ce laboratoire, il permet la gestion et l'analyse des virus tels que la tuberculose, la dengue, etc. Donc ça évite simplement que les échantillons ne soient envoyés à La Réunion ou en métropole. C'est un gain de temps? C'est un gain de temps, effectivement, parce que forcément, ça limite les délais. Et là, en 12 heures, normalement, il devrait y avoir les premiers résultats. Il y a d'autres certifications également qui ont été mises en avant aujourd'hui? Oui, le CHM a reçu pour son ensemble, je dirais, la certification de la haute autorité de santé. En avril dernier, il y a un directeur d'hôpital, 2 médecins et également un directeur de soins qui ont visité, qui ont passé au peigne fin les 4 grosses structures du centre hospitalier. Et, de manière surprise et aléatoire, c'était ça? Exactement. Alors l'objectif, c'est qu'ils arrivent, ils ne préviennent personne, exactement, et ils observent. On leur a donné un cahier des charges et ils regardent si ce cahier des charges est réellement appliqué au sein des différentes structures du CHM. Et il s'est avéré que ils ont obtenu cette certification, même s'il reste encore des points à améliorer, notamment sur le service néonat du CHM qui est trop exigu selon les experts. Qui est engorgé effectivement avec beaucoup de naissances. Ça veut dire quand même que ce CHM, il est peut-être de meilleure qualité. C'est ça le message qu'on veut vous faire passer, que tout le monde le prétend, parce que c'est vrai que souvent on a des critiques, beaucoup d'ailleurs quittent le territoire pour se faire soigner. C'est ça le message qu'a voulu faire passer la direction. Vous pouvez
vous faire soigner à Mayotte? Exactement, Catherine Barbezieux, elle l'a dit très rapidement, elle a voulu montrer que le CHM était au standard des établissements de soins métropolitains, malgré tout ce que peuvent dire les détracteurs. C'est un message vraiment qu'elle a voulu faire passer. Évidemment, tout n'est pas réglé, il y a encore du travail, et c'est pour ça que le plan d'action pour les futures années va être mis en place d'ici la fin de l'année. Mais elle a vraiment tenu à rassurer en termes d'effectifs. Elle a expliqué que le CHM était même un petit peu au-dessus des standards nationaux. Donc vraiment, l'objectif, c'était de montrer que le CHM avait et proposait une qualité de soins Semblable à ce qu'on retrouve en métropole. Un dernier mot, Marguerite, ces investissements, vous en avez parlé, dans ces investissements, il y a aussi des constructions, c'est du matériel, mais ça va être un grand bouleversement pour le CHM, un horizon certes très éloigné. Oui, bah forcément. Bon, la grande quand même construction qui arrive, c'est quand même le futur centre de Petite Terre, Qui devrait être inauguré très prochainement. Qui devrait être inauguré très prochainement. Donc là aussi, on est revenu sur les problématiques que le CHM avait rencontrées avec les différentes entreprises. Cette fois-ci, Catherine Barbezieux a assuré que ça serait pour début 2020, avec des recrutements de personnel qui devraient arriver d'ici la fin de l'année aussi. Pour rappel, certaines entreprises avaient fait faillite, qui a été en charge effectivement des travaux. Et puis il y a aussi ce dernier gros dossier qui est l'agrandissement, le doublement du CHM. J'imagine que ça a été évoqué ce matin, puisque là, on reste sur le site actuel pour agrandir l'espace et proposer plus de lits notamment. Oui, effectivement, il y a une véritable politique, je dirais, de modernisation et d'agrandissement du CHM, parce que forcément, les flux migratoires font qu'il y a de plus en plus de patients aussi, et il faut pouvoir accueillir dans les meilleures conditions tout ce monde. Donc il y a le CHM va être agrandi, il va y avoir un parking aussi, c'est peut-être un peu bête, mais qui va être construit pour pouvoir accueillir du mieux possible les patients. C'est plutôt positif quand même pour conclure ce qu'on a appris ce matin. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, mais c'est quand même positif. On voit que ça se développe, ça prend du temps, mais on est quand même sur le bon chemin. Oui, c'est exactement ce que Issa Abdou ou encore Catherine Barbezieux a voulu faire passer comme message, c'est que doucement, mais sûrement. Merci beaucoup Marguerite d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu éclairci justement sur cette conférence de presse. Santé toujours, le 30 novembre 2018, l'association Narikem Sada, accompagnée par l'ARS, la préfecture, le conseil départemental et tous les maires de l'île ont signé la déclaration de Mayotte. Cette convention a pour but de contribuer à la politique de prévention du VIH et à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de ce virus. Il y a tout juste une semaine, Monsef Moudouar, directeur de l'association Narikem Sada, accompagné d'Issa Abdou Issa, sont partis à Paris signer une nouvelle convention. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Après la convention de Mayotte, librement établie sur celle de Paris mais adaptée aux contraintes du territoire mahorais, c'est celle de Paris que sont partis signer le directeur de l'association et le vice-président du conseil départemental. Une déclaration qui engage les villes la signant à tout mettre en œuvre pour mieux assurer la prévention contre le VIH et améliorer la prise en charge des personnes atteintes du virus. La déclaration de Paris, elle est importante parce que c'est une initiative mondiale pour mettre fin à l'épidémie de sida. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment tuer le VIH. En revanche, on sait comment freiner l'épidémie en appliquant tout simplement les fameux 3,90 recommandés par l'ONU-SIDA. Ces 3,90 ont une signification bien importante. Le premier signifie que 90% des personnes atteintes du sida connaissent leur statut. Le deuxième, que ces personnes reçoivent un traitement adapté. Enfin, le troisième, que ces personnes sous traitement aient une charge antirétrovirale indétectable, c'est-à-dire que ces personnes ne puissent plus transmettre le virus à quiconque. Sur Mayotte, ces chiffres sont presque atteints, un résultat encourageant. Il faut savoir que au niveau de Mayotte, sur les 3,90, nous en avons déjà atteint 2. Toutes les personnes qui ont été dépistées séropositives, à 100%, ils sont pris en charge par le centre hospitalier de Mayotte qui assure une prise en charge satisfaisante. Et 90% d'entre eux, voire même plus, ont déjà une charge virale indétectable. En revanche, là où nous pêchons, tout comme au niveau national, c'est sur le premier 90 en ce qui concerne le dépistage et la sensibilisation. Du côté de la sensibilisation, plusieurs spots à destination des réseaux sociaux et de la télévision sont en préparation par l'association. Dans les semaines qui viennent, Monsef retournera à Paris pour discuter des potentiels moyens qui seront mis en place pour aider à faire progresser les chiffres du dépistage sur l'île aux parfums.
Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment un colloque sur l'amélioration de la qualité de l'eau ou encore le projet de transport Caribus. Au montage, Leslie Vumenet. Dans le cadre du projet de transport collectif urbain Caribus, une opération de démolition d'habitations a été menée à Passamenti par les services techniques de la ville de Mamoudzou durant la matinée du jeudi 3 octobre dernier. Plusieurs cases situées sur le terre-plein du village ont ainsi dû être libérées par leurs occupants pour être démolies. Selon la communauté de communes Mamoudzou Dembéni, l'objectif consiste notamment à la réalisation du domaine d'aménagement du pôle d'échange multimodal et du parc relais. L'Académie indique que cette opération manifeste la volonté de la communauté d'agglomération Dembéni Mamoudzou de marquer le lancement physique des travaux du projet Caribus. L'Académie et ses partenaires continuent les discussions avec les occupants restants pour une libération complète du terre-plein de Passamenti. A noter cependant que ce projet Caribus fait grincer des dents du côté de certains chefs d'entreprise à Kaweni. Par ailleurs, la mission régionale d'autorité environnementale de Mayotte émet de grosses réserves sur l'impact de ces travaux. Selon l'ARS, maîtriser la qualité et l'accès à l'eau contribue à améliorer l'état de santé de la population mahoraise, tout comme le développement économique et touristique. Les 9 et 11 octobre prochains, l'Agence régionale de santé organise un colloque pour garantir l'accès à une eau potable de qualité au quotidien et pour tous les habitants du territoire. L'agence rappelle que Mayotte a fait l'objet en 2016-2017 d'une grave pénurie d'eau ayant eu pour conséquence des coupures sur l'ensemble du territoire. Durant cet épisode, l'ARS et Santé publique France ont observé une très nette augmentation du pourcentage des consultations pour diarrhée. Lors de ce colloque, des experts reconnus au niveau national et international interviendront sur différentes thématiques avec une attention particulière sur la protection de l'eau en tant que ressource vitale, la qualité du traitement de l'eau à Mayotte, la distribution de l'eau pour tous et les mesures d'hygiène en prévention des maladies. Après ces 2 jours de séminaire ouverts aux institutions, collectivités, élus et associations, les experts remettront leurs évaluations et propositions d'axes d'amélioration. En milieu de semaine dernière, un jeune garçon de 12 ans scolarisé au collège Frédéric Dachery à Koungou est décédé dans des circonstances qui restent à éclaircir. Avant son arrivée au dispensaire de Dzoumonier, où il succombera rapidement, l'adolescent vomissait du sang. Un obstacle médico-légal avait été posé par le médecin, mais les parents du jeune garçon se sont fermement opposés à l'autopsie. Dès que la nouvelle a été connue, la question d'une intoxication alimentaire au collège a été évoquée, mais aucun cas d'intoxication n'a été signalé auprès des médecins de la zone ou encore du CHM. L'ARS a communiqué pour dire qu'il n'y avait pas de traces de contamination dans les analyses effectuées sur les repas. Une cellule psychologique a été mise en place au niveau du collège Frédéric Dachery pour permettre aux camarades du jeune garçon de disposer d'un lieu d'accueil et d'écoute. Tourisme pour clore cette édition du 1er au 4 octobre dernier, le salon Top Reza a pris ses quartiers Porte de Versailles à Paris. Un événement annuel incontournable pour tous les professionnels du tourisme. Mayotte était présente comme chaque année avec comme ambition d'attirer de nouveaux investisseurs à même de développer le tourisme localement. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, a pu se rendre sur place et rencontrer les ambassadeurs de la destination Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. 33 000 mètres carrés, 1700 marques, 34 000 professionnels du tourisme, 150 conférences. Voilà quelques chiffres qui résument bien l'importance du Salon international du tourisme Top Reza. Cette année, la délégation de Mayotte est venue à grand renfort des offices intercommunaux de tourisme, afin notamment de faire la promotion du tourisme sur terre. Il était très important pour nous d'être là pour évidemment défendre les couleurs de l'île au lagon, connue également au nom de l'île au parfum. L'avantage de cette année, c'est qu'on est venu en fait à une équipe beaucoup plus étoffée puisqu'on est accompagné par les offices de tourisme de Mayotte qui se sont mis en place depuis l'année dernière. Donc il y a la Petite Terre plus le centre-ouest de Mayotte qui sont là. Et donc tous ensemble, on est là pour la promotion de la destination, bien évidemment mettre en avant le lagon qui est l'un des atouts incontournables de la destination Mayotte. Mais on a également toute la partie terrestre, dont la nature, évidemment la culture aussi qu'on est en train de présenter. Comme chaque année, Mayotte a présenté ses plus beaux atouts et qui de mieux que Miss Mayotte, l'ambassadrice de l'île à l'extérieur, pour promouvoir le tourisme local. Mon rôle d'ambassadrice commence à travers ce stand au salon du Top Reza durant ces 4 jours. Je représente fièrement Mayotte, donc ce stand est pour moi une fierté. Pour les personnes qui ne sont jamais venues, c'est souvent des questions assez banales. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on visite? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Et puis je ne peux m'empêcher de leur dire que c'est tout d'abord la culture et notre identité, la richesse de notre patrimoine, et puis il y a bien sûr nos lieux touristiques, les incontournables. Donc on est à disposition de nombreux flyers et de nombreux livres où on peut expliquer tout cela.
Le salon Top Reza permet de rencontrer des visiteurs ciblés, de développer son image de marque ou encore de programmer des rendez-vous avec des décideurs. Et cette année, les rencontres ont semble-t-il été nombreuses pour les membres du CDTM. On est arrivé depuis mardi, je peux vous dire que je n'ai pas une minute à moi parce qu'il y a des rendez-vous qui sont calés quasiment toutes les heures. Mais entre tout ça, on a d'autres personnes qui nous abordent de manière spontanée et qui ont aussi bien des projets intéressants à nous proposer, avec qui on a envie de collaborer. Il y a même d'autres écoles qui sont intéressées à venir s'installer. Moi, mon exemple, en fait, je viens de Vatel et qui est basé aujourd'hui à Maurice, qui ont développé une école à La Réunion. Et là, ils envisagent prochainement de venir aussi sur Mayotte. Du coup, ça va permettre en fait de former un certain nombre de jeunes qui vont pouvoir reprendre le flambeau dans les années à venir pour développer le secteur. Former des jeunes Mahorais pour qu'ils reprennent le flambeau et développent le tourisme, voilà l'une des stratégies du comité qui multiplie les salons en France et en Europe, afin que Mayotte devienne une destination à la mode. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.